Ah ouais, non, mais vraiment, ce théorème, c'est abusé. Ce théorème, j'ai ressenti une joie indescriptible quand je l'ai compris de moi-même. Je vais essayer de vous transmettre ce sentiment en vous l'expliquant le plus simplement possible. Alors déjà, on va commencer avec un ensemble, ça serait pas mal? Voilà, c'est mieux. Et d'ailleurs, même, on va dire que c'est un peu plus qu'un ensemble, c'est un groupe. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un groupe, vous pouvez le penser comme un ensemble muni d'une opération qui est analogue à l'addition ou à la multiplication et qui vérifie certaines de ses propriétés analogues. Pour ceux qui savent ce qu'est un groupe, bah voilà, vous savez. On va imaginer qu'on a une application de ce groupe dans un autre groupe qui est un morphisme. Comme ça, par exemple. Donc on a un morphisme du groupe G dans le groupe G'. Pour simplifier la situation, on va considérer que le morphisme est surjectif, c'est-à-dire que tout le monde dans l'ensemble d'arrivée est atteint, c'est-à-dire que tout le monde ici admet un antécédent ici. Parce que le théorème d'isomorphisme peut se reformuler en termes de l'image du morphisme, et on est toujours surjectif sur l'image. Et bien avec ce morphisme, vous avez par exemple lui qui va être envoyé là, et du coup, vous allez vous poser la question, mais qui d'autre est envoyé ici? Et peut-être en revenant, vous allez constater que y a un autre élément ici qui arrive aussi sur la même image. Maintenant, on va donner un nom à ces deux éléments qui ont la même image. On va les appeler par exemple G1 et G2. Si G1 et G2 ont la même image par un morphisme, alors ils vont vérifier une propriété simple, qui est que l'image de leur quotient ou de leur différence, c'est analogue, va être égale à l'élément neutre dans le groupe d'arrivée. Pourquoi? Parce que si j'applique le morphisme à G1 divisé par G2, entre guillemets, c'est l'inverse de G2, eh bien j'aurai par propriété du morphisme que j'ai le morphisme appliqué en G1 multiplié par le morphisme appliqué en G2 inverse, qui par propriété du morphisme est l'inverse du morphisme appliqué en G2. Mais comme G1 et G2 ont la même image, ça c'est tout simplement le morphisme appliqué en G1 inversé. Et ça, vu que je multiplie un élément de G' par son inverse, ça me donne bien l'élément neutre de G'. Donc si deux mecs ont la même image par un morphisme, alors leur quotient, entre guillemets, il a pour image l'élément neutre dans le groupe d'arrivée. Et inversement, on peut démontrer que si G1 a une certaine image par ce morphisme, si je multiplie G1 par un élément qui est envoyé sur l'élément neutre de G', alors cet élément fois G1 est envoyé sur la même image que G1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout simplement que les éléments ici qui ont la même image diffèrent tous d'un élément qui est envoyé sur le neutre. On a un morphisme, donc certains éléments sont envoyés sur le neutre de G', par exemple le neutre de G que j'ai appelé ici E, mais il pourrait éventuellement y en avoir d'autres. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une opération mathématique qui s'appelle un quotient d'ensemble. Qu'est-ce que c'est un quotient d'ensemble? C'est tout simplement ranger les éléments de cet ensemble. Comment je vais les ranger? Je vais faire des paquets en rassemblant ceux qui ont la même image. Sauf que les gens d'un même paquet, ils vérifient cette relation-là. C'est-à-dire qu'ils diffèrent d'un élément qui est envoyé sur le neutre. Là, j'ai représenté mes paquets. Si G1 et G2 ont la même image, ça veut dire qu'ils diffèrent, autrement dit que le quotient des deux ou la différence des deux, selon la manière dont on note l'opération du groupe, est envoyé sur l'élément neutre de G'. Bien, ce nouvel ensemble G tilde, qui est constitué des paquets des gens qui ont la même image, c'est ça qu'on appelle le quotient de G par la relation d'équivalence d'appartenance au noyau de phi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que deux personnages sont rassemblés dans le même paquet si et seulement si cette expression-là, leur différence ou leur quotient, appartient au noyau de phi. Ce qui, comme on l'a dit tout à l'heure, revient exactement à dire que les deux éléments G1 et G2 ont la même image par phi. En théorie des groupes, il se trouve qu'il y a un énoncé qui me dit que si j'ai un morphisme de G dans G', alors ce morphisme va donner lieu à un morphisme du groupe quotient G quotient ker phi sur G'. Tu peux vérifier en exercice qu'on a bien un morphisme de groupe. Oui, c'est lié au fait qu'un morphisme peut donner lieu à un morphisme sur le quotient parce que le noyau du morphisme est toujours un sous-groupe distingué de G. Et en fait, ce morphisme phi tilde, c'est quoi? C'est exactement la même chose entre guillemets. J'ai pris les éléments que j'ai rassemblés par paquet et je leur associe leur image. Donc le paquet de G1, G2
eh bien, il arrive dans G' au même endroit que arrivaient G1 et G2 avant. Appelons cette image petit G'. Eh bien, phi tilde du package G1, G2 arrive sur G'. Mais comme vous le voyez ici, comment est-ce qu'on a construit ce groupe? On a rassemblé dans un paquet tous les gens qui avaient la même image. Donc forcément, des gens de paquets différents ne peuvent pas avoir la même image ici dans G'. Ce qui veut dire que des paquets distincts arrivent à des endroits distincts ici. Mais c'est quoi cette propriété? C'est l'injectivité. Dans ce nouvel ensemble-là, les gens ont tous des images 2 à 2 distinctes. Mais comme notre application phi était déjà surjective sur G', et bien du coup, cette application phi tilde est également surjective sur G', et j'ai un morphisme qui est injectif et surjectif. J'ai donc bien un isomorphisme. Qu'est-ce que je viens de prouver? Je viens de prouver que le quotient de G par le noyau de phi est isomorphe à G', qui est l'image de phi. C'est exactement ça, le premier théorème d'isomorphisme. On a simplement rangé, entre guillemets, les éléments de G qui ont la même image. On a créé un nouvel ensemble sur lequel on peut définir une loi de groupe qui est héritée de cette loi de groupe-là, et on peut définir un morphisme qui est hérité de ce morphisme-là, et du coup, ce nouveau morphisme-là est une bijection. Et vous savez, c'est quoi le plus fun? C'est qu'évidemment, il s'applique dans des structures un petit peu plus élaborées que des groupes, des anneaux, des algèbres, etc., etc. Donc sérieusement les gens, il n'est pas oufissimement intuitif ce théorème? Lâchez en commentaire les preuves des différents énoncés que j'ai pas détaillés. Bisous!